Madame, Monsieur, bonsoir. Le meurtre des 6 personnes retrouvées assassinées à Louvciennes, près de Paris, rapidement élucidé. Un adolescent de 16 ans, un proche de la famille, a avoué. Les intempéries continuent de toucher le pays. Plusieurs villes du Lot-et-Garonne sont sous les eaux, tandis que dans les Alpes, une polémique oppose les professionnels de la montagne et les pouvoirs publics après la pagaille du week-end sur les routes. Édouard Balladur demande à ses ministres de ne plus faire de commentaires publics ou privés sur l'affaire d'espionnage qui a opposé la France et les États-Unis. Dans le journal, gros plan sur les campagnes de Philippe de Villiers, il est sur l'île de la Réunion, et de Robert Hue, le candidat communiste. La réaction des marchés financiers après la débâcle de la Barings, la 6e banque mondiale. Et puis du cinéma à la fin du journal avec la sortie mercredi des Évadés, un film américain nominé 7 fois aux prochains Oscars. Il n'aura fallu que quelques heures aux policiers pour élucider le sextuple meurtre de Louvciennes, dans les Yvelines. 6 personnes d'origine russe, découvertes ce matin dans un quartier résidentiel. En milieu de journée, le fils des locataires, un adolescent de 16 ans, a tout avoué. Sur place, Vincent Nguyen et Christian Leroux. De cette maison cossue de Louvciennes, cet après-midi, les pompiers ont enlevé 6 corps. 6 adultes tués par balle hier soir alors qu'ils allaient se coucher. Les victimes sont toutes russes. Eugène Polvoy, un négociant en bois installé ici depuis 2 ans. Sa jeune épouse, les parents de celle-ci et un couple d'amis venus de Moscou. Des gens sans histoire dans un quartier tranquille. Je peux simplement vous dire qu'ils payaient régulièrement leur loyer. Il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. Ils n'avaient aucune activité commerciale en France. En France, je pense qu'ils n'avaient aucune activité commerciale. Pour vous, il n'y avait aucune ombre douteuse sur leur personnalité ou sur leurs activités? Absolument aucune. Un de leurs enfants était du reste dans un collège français. Ce fils s'appelle Alexis, il a 16 ans et demi. C'est lui qui a alerté la police vers 4 heures ce matin. Mais c'est aussi lui qui, après avoir été longuement interrogé par les policiers de Versailles, a avoué être l'auteur du massacre. Vers 11 heures du soir, à l'aide de 3 armes prises dans la collection de M. Polvoy, il tire d'abord sur son père avant d'exécuter les amis et le reste de la famille, à l'exception de sa demi-sœur de 3 ans qu'il affectionne particulièrement. Il emprunte ensuite la voiture de sa belle-mère pour une virée à Paris. De retour vers 3 heures, il décide alors d'inventer une histoire et de trouver la police. Alors le mobile qui nous déclare, enfin, ce qu'on peut comprendre, c'est un ressentiment, enfin une incompréhension plus que totale apparemment entre lui et son père, qui le considérait pas, le traitait comme un moins que rien, le prenait pour un débile parce qu'il réussissait pas suffisamment bien au goût du père, semble-t-il, à l'école, alors que ça fait quand même 2 ans qu'il est en France. Il parle pas si mal le français pourtant. Lui ne laissait peut-être pas trop de liberté non plus dans ses rapports avec sa petite amie. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Difficile d'expliquer pour autant comment une mésentente familiale a pu aboutir à la mort de 6 personnes. Le jeune homme s'est contenté d'évoquer un enchaînement incontrôlable. Sa garde à vue a été prolongée. Demain, il devrait être déféré au parquet de Versailles. Les départements du Lot et du Lot-et-Garonne, à leur tour touchés par les inondations. C'est la région de Tonneins qui a été la plus touchée ces dernières heures. Les eaux du Lot ont dépassé leur côte d'alerte de plus d'1,20 m. Sur place, François Privat et Philippe Dumail. Dans les environs de Tonneins, le Lot rejoint la Garonne. Et régulièrement, après plusieurs jours de fortes pluies, ça déborde. Oh là, on a un trou dans une cuvette, on a 3,50 m d'eau. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup. En moyenne, on a 1,50 m d'eau, en moyenne. Et là, c'est monté vraiment très très vite, hein? Très vite, très vite, oui. Depuis 24 heures, le département du Lot-et-Garonne compte une 50aine d'habitations isolées. La nationale 113 entre Bordeaux et Agen et de nombreux axes routiers secondaires sont toujours coupés. Durant toute la journée, les pompiers de Tonneins ont joué les taxis, effectuant de nombreuses navettes entre les maisons inondées et la terre ferme. T'as les courants qui commencent à changer, tu vois, à Garonne. Tantôt ils remontent, tantôt ils redescendent. Il n'y a qu'à sortir tout à l'heure, c'est tout. Garage envahi par l'eau, meubles surélevés. Ici, on a l'habitude des colères de la Garonne, même si parfois c'est difficile à accepter. C'est sûr qu'à force, les gens en ont ras-le-bol, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Contre l'eau, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Tous les ans, on a droit à notre petite inondation. Mais comme on est une zone inondable, on le sait déjà. Hein. On est averti assez tôt, donc... Donc vous restez philosophe par rapport à ça. Voilà. De toute façon, on n'a que ça à faire, hein. Attendre qu'elle descende, c'est tout. Hein. Ce soir, la crue est stabilisée et le beau temps devrait persister sur le sud-ouest. Les pompiers sont donc optimistes. Le Lot et la Garonne devraient regagner leurs lits respectifs avant 72 heures. À Paris, la Seine fait à nouveau des siennes. Les voies sur berge, rive droite et rive gauche ont à nouveau été fermées à la circulation.
depuis ce matin. Le coût de ces inondations à répétition depuis plus de 2 mois maintenant est évalué par les sociétés d'assurance à 4 milliards de francs au moins. Une facture qui risque de s'alourdir dans certains départements touchés comme le Calvados. Aujourd'hui encore, les habitants en sont à évaluer les dégâts. À Ouistreham, reportage de Valérie Astruc et Frédéric Bonnet. Chaque jour, dès 8 h du matin, les services de nettoyage de la mairie amènent à la décharge les meubles abandonnés par les habitants sinistrés. Voilà 3 semaines que ces ouvriers font le va-et-vient entre le village et la décharge. Bon ben là on va les rues du Bief, hein, on va les enlever tous les détritus qu'il y a là-bas chez M. Poutier. Ouais. Hein, on y va tout de suite? Ouais, d'accord. 300 tonnes de meubles ont déjà été ramassées et il faudra encore 8 jours pour terminer ce grand ménage. Car les habitants n'ont pas évacué leurs biens immédiatement après les inondations. Ils ont dû attendre la visite de l'expert pour évaluer les dégâts. Chez cet habitant, l'expert est passé avant-hier. Les pertes en meubles s'élèvent à 50 000 francs, mais l'argent n'est pas tout. Ce mobilier avait d'abord une valeur affective. Disons que ça fait mal au cœur quand même, quoi, de voir tout ça partir. Il ne reste à présent que les murs. Des murs eux aussi abîmés qu'il va falloir réparer. Pour cela, un deuxième expert doit passer. En attendant, pas question de commencer les travaux. J'ai déjà des traites qui sont assez élevées. Donc il n'est pas question que je fasse des travaux de moi-même tout de suite. Je suis obligé d'attendre d'être indemnisé, tout au moins. Joël sait déjà que les réparations vont coûter environ 250 000 francs. Mais le délai d'indemnisation est de 3 mois. Il faudra encore attendre pour retourner vivre chez soi. L'État a donc décidé d'apporter une aide d'urgence. 80 foyers ont ainsi reçu 5 000 francs chacun pour subvenir aux besoins les plus pressés. Mais 5 000 francs c'est peu, juste de quoi réinstaller le chauffage. 3 semaines après les inondations, les habitants de Ouistreham ne sont toujours pas sortis d'affaire. Dans les Alpes maintenant, une avalanche déclenchée ce matin par mesure de sécurité près de Grenoble a emporté une cabane dans laquelle se trouvaient 5 employés des pistes de la station de Saint-Honoré. L'un d'entre eux a été blessé. Après la pagaille du week-end dans la vallée de la Tarentaise, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Michel Barnier, le ministre de l'Environnement, souhaite un nouveau plan routier. La décision de bloquer les routes qui mènent aux stations provoque aujourd'hui une polémique entre les professionnels de la montagne et les pouvoirs publics. Sur place, Françoise Vallée. Pourquoi cette situation de crise? Pourquoi toutes les routes d'accès aux stations étaient-elles fermées? Les vacanciers ont encore du mal à comprendre cette décision générale prise par le préfet de Savoie. Et pourtant, leur sécurité était en jeu. Nous étions en niveau 5 sur l'échelle des risques et que dans la matinée du samedi, si à 8 h nous n'avions décelé que peu de mouvements avalancheux, à partir de 10 h, les maires et puis les commissions locales de sécurité nous signalaient de nombreux éboulements et de nombreuses coulées. Impossible de sécuriser toutes les voies d'accès. Samedi, sur la seule route des Ménuires, il y a eu 3 éboulements, des chutes de pierres et d'arbres imprévisibles. La rumeur chez les vacanciers met en cause le personnel de la DDE, touché par un mouvement de grève. Il y a eu un mouvement de grève dans la journée du vendredi qui a pris fin à 17 h le vendredi et donc tous les personnels étaient au travail le vendredi soir. Donc ce qui veut dire que ça n'a en aucun cas gêné le dispositif? Non, clairement non. Les difficultés viennent surtout des flux de circulation, trop importants à cette période de l'année. Un meilleur étalement des vacances scolaires serait souhaitable, mais se pose également le problème des locations. Est-il possible de louer un appartement en station de ski du dimanche au dimanche? C'est tout à fait possible, mais dans 9 cas sur 10, c'est généralement du samedi au samedi. Les loueurs ont leur part de responsabilité. Les locations d'appartements représentent 42% des séjours en montagne. Mais tout de même, 58% des vacanciers pourraient mieux choisir leur jour pour prendre la route. Toute la presse britannique cherche à comprendre depuis ce matin comment un jeune courtier de 28 ans a pu ruiner pratiquement à lui tout seul l'une des plus anciennes banques du Royaume-Uni dont il était l'employé, la Barings, aujourd'hui en faillite. Comptait parmi ses clients la reine d'Angleterre en personne. Et Nick Leeson, le jeune courtier en question, est aujourd'hui introuvable. À Londres, Bernard Lebrun. À l'heure de la reprise, un cadre parmi d'autres. Question, vous travaillez chez Barings? J'espère que j'y travaille encore. Humour noir, tout britannique. Mais le problème est là, avec un trou de 5 milliards de francs, que vont devenir demain les 4000 salariés de la 6e banque d'Angleterre. Au cœur de la City, le siège de la Barings Brothers Bank, une banque d'affaires sans guichet ni compte courant. Mais des clients illustres comme la reine Elisabeth,
La femme la plus riche du pays y posséderait des avoirs s'élevant à plusieurs millions. Et la presse du soir d'en rire lorsque Sa Majesté se présente au distributeur fermé de la Barings. Et pourtant, la chute de la livre sterling de 5 à 10 centimes dans la journée ne fait rire personne. C'est incroyable vraiment qu'une seule personne puisse être responsable de telles sommes d'argent. Le nom de cette personne, Nick Leeson, 28 ans, Golden Boy à Singapour dans une filiale de la Barings, plus fort que George Soros et tous les spéculateurs de la planète. En quelques semaines de transactions derrière ses écrans, il a mis en faillite sa propre banque fondée en 1762. Le Youpi contre la vieille dame, battue par chaos. Comment? En jouant sur les marchés des fameux produits dérivés, c'est-à-dire en pariant des millions de livres sur la hausse de la bourse de Tokyo. Seulement voilà, le magicien de la finance n'avait pas prévu le tremblement de terre de Kobe, qui a effacé en une secousse plus d'une année de hausse de l'indice Nikkei. Magicien au cauchemar de la direction, le cambiste est en fuite. Reste que cet après-midi, le gouverneur de la Banque d'Angleterre que l'on voit ici a dénoncé de possibles complicités de haut niveau au sein de la Barings. On connaissait en France le principe des filiales qui oubliaient de prévenir Paris lorsqu'elles investissaient plusieurs milliards de francs dans le cinéma. Eh bien en Angleterre ce soir, on est un cran au-dessus. C'est un simple courtier d'une filiale qui a décidé de couler cette banque tricentenaire. Et après cette affaire, le gouvernement britannique veut tout simplement revoir tout son système de contrôle bancaire et sur les marchés financiers dont les réactions, on le sait, sont très épidermiques. C'était aujourd'hui la tempête. Luc Bazizin. Affolement cette nuit à Tokyo. La déroute de la célèbre banque Barings a provoqué une onde de choc. D'abord les marchés asiatiques, plus tard les places européennes. C'est la bousculade, puis la chute, un véritable château de cartes. Une fois de plus, c'est le Deutsche Mark qui profite de ce vent de panique. Le Deutsche Mark, bon, ça a toujours été une valeur refuge comme la monnaie suisse, et à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, que ce soit une guerre ou un événement important, ce sont toujours ces deux devises qui deviennent monnaie refuge, étant donné, si on peut dire, la tranquillité de ces deux pays qui sont quand même d'une renommée internationale. Auparavant, c'était le dollar qui jouait ce rôle, mais depuis la crise mexicaine, la monnaie allemande lui a volé la vedette. Résultat, au moindre incident, le dollar recule face aux marques et par ricochet, les monnaies européennes boivent la tasse. La livre sterling, en première ligne, après la déroute de la banque britannique, a perdu aujourd'hui 4 centimes. Le franc français n'a pas été épargné, il a même passé la barre des 3 francs 53 pour un mark. Ce n'est pas tant que le franc français soit faible, mais c'est plutôt la force de la devise allemande qui le fait pâlir. Ce soir, les esprits se sont calmés, le franc a repris quelques couleurs, mais en tout cas, cet incident montre une fois de plus que les marchés sont intimement liés. Quand l'un éternue, les autres tous. Une nouvelle opération militaire américaine en Somalie, bouclier unifié, c'est le dernier nom de code trouvé par les États-Unis qui envoie 1800 soldats pour protéger le départ des derniers casques bleus encore présents sur le territoire somalien où la situation politique comme militaire reste chaotique. Dorothée Olieri. La plage de Mogadiscio, des Marines par centaines, l'opération bouclier unifié a commencé. Au total, 1800 Marines américains et 400 soldats italiens doivent débarquer en Somalie. Leur mission, protéger le repli des 1500 casques bleus pakistanais et bangladais, toujours stationnés sur l'aéroport de Mogadiscio. Leur objectif, tourner sans incident la page d'une intervention militaire pas très glorieuse. 9 décembre 92, un tout autre débarquement. La Somalie entrait dans la politique étrangère américaine par la télévision. Il était 15 h à New York, CNN retransmettait l'événement en direct. 28 000 Américains arrivaient pour sauver la Somalie. Leur premier obstacle, les feux d'une rampe de projecteurs et de caméras. L'opération s'appelait Restore Hope, rendre l'espoir, et ils y croyaient. Aujourd'hui, les forces de l'ONU sont retranchées sur le port et l'aéroport de la capitale somalienne. Des tanks patrouillent, les navires de guerre croisent au large et le balai des hélicoptères est incessant. Mais ce n'est plus pour rétablir l'ordre, juste pour assurer la sécurité et le départ des casques bleus avant le 6 mars. Pour cette opération, ils seront 10 000 dans quelques jours, dont 7 000 Américains. Il faut dire que depuis quelques jours, la situation est tendue. Si les forces de l'ONU ne sont pas officiellement visées, les balles sifflent parfois bien près, mais ils ne ripostent pas. Les affrontements ont pourtant lieu aux portes de l'aéroport, entre miliciens impatients de voir partir le dernier soldat américain. Les chefs de guerre somaliens ont pourtant conclu un accord de paix, mais les pillards n'ont pas de loi
Et le matériel que laissera l'ONU derrière elle pourrait bien raviver la guerre des clans. Plus aucun commentaire public ou privé sur l'affaire des espions américains. Édouard Balladur a reçu 3 de ses ministres en milieu d'après-midi à l'hôtel Matignon, Alain Juppé, Charles Pasqua et François Léotard. Une rencontre qui n'était pas prévue. Quelques minutes plus tard, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France, Madame Harriman, qui a été reçue par le Premier ministre. Il lui a fait part de sa volonté de voir les relations franco-américaines demeurer fondées sur une confiance réciproque, mais dans le respect mutuel des intérêts nationaux de chacun. Aucun commentaire, donc vous l'avez vu à la sortie. Ce soir, c'est Alain Juppé qui sera l'invité de la France en direct à 20h50, émission animée comme chaque lundi par Bruno Mazur. La campagne présidentielle au rythme des déplacements de ses candidats, c'est sur l'île de la Réunion que Philippe de Villiers est allé défendre le programme de son mouvement pour la France. La Réunion où il a reçu un accueil plutôt mitigé. Sur place, Carole Comon et Philippe Turpot. Ouais. Alors vous êtes pour quelle équipe là? C'est la rouge qui mène. Rien de tel que des valeurs communes pour se mettre en confiance. C'est donc à travers sa passion, le football, que Philippe de Villiers a cherché à entamer le dialogue avec les jeunes d'un quartier populaire de Saint-Denis. Une arrivée impromptue sur des gradins plutôt dubitatifs. Je sais qu'il va essayer de se présenter au présidentiel, mais sans plus. Non, je connais pas. C'est un homme politique, mais pareil, non? Je connais pas. Non. Un déficit de notoriété que Philippe de Villiers s'emploie désormais à combler. Sa liste n'avait recueilli ici que 3% des voix aux européennes. Depuis, l'ancien député de Vendée a trouvé son slogan, en l'occurrence fort bien adapté, la nouveauté. C'est neuf, oui, c'est neuf. C'est neuf. Les autres, comme on dit au poker, on a payé pour voir. Se faire connaître, mais aussi développer ses thèmes habituels de campagne, en insistant sur un point qui intéresse particulièrement les Réunionnais, la lutte contre la corruption. Les affaires succèdent aux affaires, les écoutes succèdent aux écoutes, et nous sommes dans une situation aujourd'hui où trop souvent les Français ont tendance à se dire et à penser ils sont tous pourris. Eh bien non. Un thème qu'il abordera encore, sans aucun doute, avec un autre Réunionnais, l'ancien juge Thierry Jean-Pierre, tout juste venu le rejoindre. En venant pour la première fois faire campagne dans un département d'outre-mer, Philippe de Villiers tente de donner une nouvelle dimension à sa candidature. L'île de la Réunion est depuis longtemps l'une des étapes électorales privilégiées des grands candidats, une catégorie dont il ne désespère toujours pas de faire partie d'ici 2 mois. Le Front National lance, lui, ce matin sous la Tour Eiffel sa caravane qui sillonnera la France jusqu'au 20 avril et précédera toutes les réunions électorales de Jean-Marie Le Pen. La première aura lieu dimanche à Lille. À gauche, le Parti socialiste affiche une certaine sérénité après la candidature du radical Jean-François Aury, une candidature que le communiste Robert Hue juge normale pour respecter le pluralisme, même si dans les urnes, Aury ne finira pas comme tapis, prévoit le candidat du PC. Un Robert Hue dont la campagne, même s'il s'en défend, a pour slogan « Les communistes ont changé ». Agnès Moulinier et Luc Bachofen. Les sacro-saints rituels d'une campagne pour l'élection présidentielle, Robert Hue n'a vraiment pas eu beaucoup de mal à s'y plier. C'est vraiment formidable. Après une escapade touristique à la cathédrale de Chartres, retour à un terrain plus orthodoxe pour un candidat communiste, la centrale nucléaire de Tricasta. En variant les thèmes de ses visites, Robert Hue veut montrer qu'il s'est fait une religion dans cette campagne, donner l'image d'un homme ouvert à tout. Je découvre un pays d'une grande richesse. Ça me renforce dans l'idée que les inégalités dans ce pays sont insupportables et ça me renforce dans l'idée qu'il faut vraiment changer beaucoup de choses. Dans le changement... Autre image qu'il aime donner aux journalistes, celle du changement au Parti communiste. Il va même jusqu'à contredire Georges Marchais qui, en 1979, dressait un bilan globalement positif des pays de l'Est. Oui, j'affirme ce soir, très solennellement, que le bilan n'était pas globalement positif. Mais face aux militants ou aux sympathisants, pas besoin d'autocritique, Robert Hue plaît. Surtout qu'il a affaire à des chacals. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui tombe dessus? Ils lui font supporter toutes les erreurs des autres pays, c'est lui qui les supporte. Vous préférez son genre ou le genre de Georges Marchais ou de la Joanie? Non, je préfère son genre, nettement. Pourquoi? Je trouve peut-être plus dynamique et peut-être plus posé.
Mais Robert Rue espère que son charme attirera surtout les voix des déçus du socialisme. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils se tournent ou se tourneront automatiquement vers le Parti communiste et son candidat. Mais cela signifie qu'ils sont en recherche, en attente et prêts à écouter les communistes. Il faut dire que dans cette présidentielle, Robert Rue joue aussi sa légitimité à la tête du Parti communiste. S'il ne fait pas plus que les 7% d'André Lajoigny en 88, il pourrait se retrouver bien seul. Dernier mot concernant cette fois la campagne d'Édouard Balladur. Une centaine de commerçants, d'agriculteurs et d'artisans membres du Sidunati et de la coordination rurale ont manifesté devant son quartier général, rue de Grenelle à Paris. Ils entendent obtenir des garanties du candidat en faveur des travailleurs indépendants. Un autre mouvement de colère révélé par le journal Le Monde, selon lequel plusieurs responsables de la gendarmerie auraient vivement protesté ces derniers jours contre la nouvelle promotion du préfet Christian Proutot. Quelques jours avant le rebondissement dans l'affaire des écoutes de l'Élysée, l'ancien chef de la cellule antiterroriste a été élevé au grade de colonel de réserve. Philippe Boisserie. Dans la carrière de Christian Proutot, il y a eu les honneurs et les accros. Mais au plus fort de la gloire comme de la tempête, un homme a toujours été là, François Mitterrand. Sa réputation, le commandant Proutot se l'est forgé en fondant en 1974 le GIGN. Ses faits d'armes contre le terrorisme lui vaudront de devenir en 1982 le chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Une carrière dans le sérail de François Mitterrand commencée en fanfare avec l'arrestation des Irlandais de Vincennes. L'affaire tourne vite à la mascarade, au montage grossier. Christian Proutot est mis en cause. En mars 1985, il est néanmoins nommé préfet hors cadre. En décembre, il gagne ses galons de lieutenant-colonel. Et lorsqu'un juge l'inculpe en octobre 1987 dans cette même affaire, son meilleur avocat s'appelle François Mitterrand. J'aime beaucoup le colonel Proutot, qui est mon collaborateur et qui le reste, que j'ai pleine confiance en lui. En septembre 88, Christian Proutot est chargé de la sécurité des JO d'Albertville de 1992. 92, une bonne année pour lui. La cour d'appel le relaxe au bénéfice du doute pour les Irlandais de Vincennes et le voilà officier de la Légion d'honneur. Mais en mars 93, rechute, surgit une nouvelle affaire, celle des écoutes de l'Élysée. En décembre, il est cependant de nouveau nommé préfet hors cadre avec bureau à l'Élysée. Sa mise en examen en décembre dernier et les dernières révélations du Monde sur un système d'écoute illégale sophistiqué n'ont donc pas empêché une nouvelle récompense. Christian Proutot est depuis le 11 février colonel de réserve. En Corse, la première journée de grève générale lancée par Force ouvrière et la CGT semble avoir été assez massivement suivie. Les syndicats engagent l'épreuve de force avec le gouvernement. Leur grève est illimitée. En Corse, Léo Lamberton et Marcel Martin. Occupé depuis 5 jours, le centre de tri postal d'Ajaccio est en grève. Une grève illimitée. Et aujourd'hui, la plupart des administrations publiques et territoriales en Corse ont suivi l'appel de Force ouvrière et de la CGT. Petit à petit, l'île s'enfonce dans la grève générale. Cet après-midi, sur la promenade du bord de mer, on ne parlait que de ça. Les retraites des fonctionnaires et les pensions n'ont pas été versées. Mais les Corses prennent plutôt ça avec philosophie. Je suis pour la grève pour les employés. C'est tout à fait normal que les gens y manifestent le mécontentement. Mais qu'on pense aux retraités aussi, comme moi et tant d'autres. Comment vous allez faire si vous n'avez pas votre retraite? Eh bien, on attendra. On est là à la soupe populaire. Des assemblées générales ont eu lieu toute la journée dans l'île. À chaque fois les mêmes revendications, le triplement de l'indemnité de résidence et des augmentations de salaire pour compenser la cherté de la vie. En fait, ils demandent à bénéficier du même régime que les fonctionnaires d'Île-de-France ou des Alpes-Maritimes. Ils ont ressenti comme une injustice des mesures qui ont été prises pour d'autres départements du continent, alors qu'elles ne sont pas prises pour la Corse. Ils ne font que réclamer en fait leur juste droit. Pourtant, le mouvement ne fait pas l'unanimité. Ainsi, le syndicat des travailleurs corses. Ils partagent les mêmes revendications, mais pour eux, la grève générale est plus dangereuse qu'autre chose. C'est absolument suicidaire quand on sait dans quel état se trouve l'économie corse. On ne s'est pas relevé de la grève de 89. Et comme on vous dit, ceux qui vont supporter ce conflit, si bien sûr ils s'installent dans la durée, ce seront les salariés du secteur privé. Demain, les hôpitaux vont entrer en grève. Les contrôleurs aériens pourraient suivre. Beaucoup redoutent ici un conflit comme celui de 1989. Il avait commencé de la même manière, pour les mêmes raisons, et avait paralysé la Corse pendant 2 mois et demi.
Au deuxième jour du salon de l'agriculture, une révélation, l'une des races de vaches les plus répandues au monde est originaire de l'île de Jersey. On l'appelle la Jersiane tout naturellement, mais c'est en France qu'elle ne fait pas recette. Il y en a à peine 1 millier et pourtant la Jersiane a des qualités. Jean-Yves Perrin et Joseph Bachtik. Sur l'île de Jersey, les paysages comme le nom des rues ont un parfum de Bretagne. Mais les pubs, la circulation et les cimetières sont d'inspiration nettement britannique. Jersey, une des îles anglo-normandes où l'hiver est tellement humide que même les vaches portent un imperméable. Des vaches très particulières. Elles sont reconnaissables par leur petite taille et par leurs yeux. Des yeux de biche, qu'on dirait maquillés, paupières claires soulignées d'un trait noir. Depuis le XVIIIe siècle, il n'y a que des Jerseyaises sur l'île. Toutes les autres races sont interdites et les Français n'y sont pas tout à fait étrangers. Les Français étaient un peu méchants parce qu'ils savaient bien que c'était des grands prix pour ces vaches ici. Et ils ont envoyé des vaches de la France qui arrivaient ici-bas à Roselle dans des petits bateaux et autour. Ils venaient, ils les pâturaient ici, dans les fermes près de la plage, pour 3 ou 4 mois, puis les amener en ville, les vendre comme la race jerseyaise. Alors, les fermiers jersey étaient bien fâchés de ça. Alors, ils ont fermé leurs frontières. En revanche, côté exportation, la vache de Jersey se porte bien. Ses qualités de laitière en ont fait une race très recherchée partout dans le monde. Partout, sauf en France, où elle a une réputation de tondeuse à gazon, de miniature pour châtelain. Aujourd'hui, il n'y a guère qu'une trentaine de Français à avoir choisi la Jerseyaise. Les Manceaux ont revendu en s'installant le troupeau de Holstein existant, ces grosses vaches noires et blanches qu'on voit partout. Le lait de la Jerseyaise est beaucoup plus riche en matières grasses comme en protéines et il se paye beaucoup mieux. C'est une logique économique. On a fait une étude de gestion quand même pour voir si ça passait, comme tout éleveur qui s'installe. L'étude partait sur 2,70 francs de valorisation du litre de lait. La première année, j'ai eu 2,85 francs. Et cette année, en 94, 2,99 francs. À 23 francs. Avec les Holstein, vous auriez compté sur combien? Entre 2 francs et 2 francs 10. 80 centimes de plus par litre, quand on a un petit quota de 140 000 litres par an, ce n'est pas rien. Déduit les coûts de production supplémentaires, les Manceaux gagnent environ 60 000 francs de plus par an. De quoi faire réviser le jugement des éleveurs laitiers français. Une page médicale maintenant avec une réforme importante annoncée aujourd'hui, celle du système de transfusion sanguine en France. Il a été largement remis en cause après l'affaire du sang contaminé. La réforme sera importante et réalisée en profondeur, mais aucun centre de transfusion ne sera fermé. Jean-Daniel Flézaquier et Frédéric Pasquette. Jusqu'à présent, il y avait 160 centres de transfusion qui collectaient du sang et qui pouvaient, s'ils le désiraient, transformer ce sang en divers produits. 160 centres totalement indépendants les uns des autres. Avec la réforme Fini l'indépendance, il y aura 40 centres principaux qui fédéreront tous les autres selon des schémas régionaux. Et seuls ces 40 centres pourront fabriquer à partir du sang collecté des concentrés de globules rouges, de globules blancs ou encore de plaquettes. Un resserrement des moyens de production qui répond à une obsession bien compréhensible, l'obsession de la sécurité. Il faut assurer pour toutes les opérations qui sont faites en matière de transfusion sanguine une très très grande sécurité qui suppose à la fois des personnels très qualifiés mais surtout un matériel très performant. Autre décision, on ne multipliera pas les tests de dépistage. Aujourd'hui, avec un seul test, on a réduit le risque théorique à moins d'1 cas sur 1 million. En revanche, l'accent et les moyens seront mis sur l'interrogatoire et l'information des donneurs potentiels pour réduire le risque des dons dangereux. Beaucoup de ces mesures sont déjà appliquées et depuis 1987, aucun cas de sida après transfusion n'a été signalé en France. Dans un hôpital de Londres, l'état de santé du boxeur américain Gerald McClelland reste très préoccupant ce soir. Les médecins qui le soignent depuis samedi soir se disent étonnés que le combat au cours duquel il a été mis KO ait duré si longtemps. L'arbitre de ce championnat du monde était un Français et il se défend. Laurent-Frédéric Bollet et Jacques Gérard. L'Anglais Nigel Benn est certes champion du monde, mais il n'a pas de quoi se réjouir. Au même moment, son adversaire, vaincu, l'Américain McClellan, sombrant dans le coma. 2 jours après ce combat dantesque, la polémique enfle. Le manager de McClellan accuse l'arbitre français de ne pas avoir arrêté le combat alors que l'Américain se serait plaint d'avoir mal à la tête. L'arbitre se défend.
C'est très grave, non pas pour moi, puisque je ne peux pas m'apercevoir qu'un boxeur a mal à la tête, mais c'est grave pour lui, parce que dans son coin, quand même, si son boxeur lui dit qu'il a mal à la tête, il est à même, compte tenu qu'il connaît le boxeur, de pouvoir l'arrêter. Pour expliquer ce drame, plusieurs éléments. Combat violent, coups répétés et surtout fatigue. McClellan avait auparavant gagné 20 fois dès la première reprise. Samedi, il a dû aller jusqu'à la 10e. Le coma n'a pas été instantané, mais il s'explique. Lorsque le coup est donné violemment au niveau du visage, la répétition de ces coups, la perte en fin de compte de ce tonus musculaire au niveau du cou du fait de la fatigue, au-delà de la 8e, 9e reprise, eh bien, va faire que le cerveau tourne violemment, avec un tout petit peu de retard, et va y avoir un cisaillement au niveau des vaisseaux, en particulier au niveau des veines. Ce genre d'accident est rare. 15 cas de coma recensés seulement en compétition en France depuis 50 ans. Ici, à la salle de boxe de Saint-Ouen, près de Paris, tous sont au courant bien sûr, mais le métier continue. Pour eux, il n'y a pas plus de risques dans ce sport que dans d'autres. On pense pas à ça, sinon on monte plus sur le ring. Bon, c'est sûr qu'on monte toujours avec l'appréhension, on a peur de quelque chose, de quoi, on ne sait pas. On pense au chaos, c'est sûr que des fois on se dit, putain, bon, moi j'ai jamais été KO, mais c'est peut-être ça aussi qui me fait pas trop penser aux accidents. La boxe a donc ses défenseurs, ses détracteurs. L'art est sans doute noble, mais la dureté, la violence, la souffrance seront toujours là. Le tout est de savoir jusqu'à quel point. Et puis dans le Box Challenge, la course en solitaire avec escale, course autour du monde à la voile, une nouvelle victoire pour Christophe Auguin dans la 3e étape entre Sydney et Punta del Este en Uruguay. Et puis en Grande-Bretagne, le supporter qui avait été agressé par Eric Cantona a été à son tour inculpé ce soir pour provocation. L'enquête a prouvé qu'il avait dévalé les 11 rangs d'une tribune pour venir insulter Eric Cantona au bord du terrain au moment de son expulsion. Une image spectaculaire, elle nous vient d'Australie. Cela s'est passé à l'occasion d'une course de dragster. Un accident entre deux voitures à plus de 400 km/h et comme chaque fois, bien évidemment, les deux pilotes, notamment celui de la voiture qui est en flammes, s'en sont tirés sans aucune égratignure. Nous allons voir sortir le pilote de ce dragster. Une victoire de l'authenticité pour les habitants de Dunkerque, sans esbrouf, mais dans un rare esprit de communion. 50 000 Dunkerquois font cette semaine leur carnaval. Ce sera demain Mardi Gras à Dunkerque, Benoît Gadret. Les uns poussent, les autres retiennent. Le carnaval de Dunkerque est un gigantesque chahut, une incroyable bousculade où l'on se presse, sans que par miracle, aucun incident ne soit à déplorer. Quand on entend les tambours et les fifs, et ben ça nous prend en trip, on est dedans et on y va. Hein. Mais on suit ce qu'ils ont fait nos parents et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est naturel. La tradition veut que les hommes se déguisent en femmes, plus la tenue est outrancière, plus le carnavaleux est heureux. Vous êtes toujours si belle comme ça? Défiler dans les rues, défiler au comptoir, bien arrosé, le défoulement peut durer jusqu'à 3 jours. Et vous allez tenir le coup? Ah oui. Vous? On est dopé. Je suis plaisant. Vous faites quoi dans la vie? Moi je suis pré-retraité, alors je tiens le coup. Hier, ils étaient plusieurs dizaines de milliers dans les rues pour une marée colorée et enivrée. Ah ouais. On va chercher nos beaux costumes, on les repasse, on les nettoie. Et puis on part pour 3 mois. Point d'orgue du carnaval, le jeté de hareng, référence au passé quand les marins partaient pour la pêche en Islande. Ah, un petit peu. À la nuit tombée, après un rigodon final, la foule entonne l'hymne à Jean Bart. Avec émotion, Dunkerque rend hommage à son héros, homme de mer et corsaire de la cité. Et puis pour terminer ce journal au cinéma, sorti mercredi des Évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Le cadre d'une prison américaine, l'histoire, l'espoir d'un homme condamné à mort. Nicole Cornu-Langlois. Par les pouvoirs que me confère l'État du Maine, je vous condamne à la prison à perpétuité 2 fois. Une pour chaque victime. Exécution. Andy est-il coupable, est-il innocent? Qu'importe, pour lui commence l'enfer carcéral. Je crois en 2 choses. La discipline
et la Bible. Ce n'est pas tant un film sur la prison, mais sur le fait d'être cerné, enfermé, et de trouver malgré tout le moyen de sourire. De garder l'espoir dans une situation dont on ne peut apparemment pas s'échapper. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, si tu veux le savoir. Ouais, comme tout le monde ici. Heureusement, il y aura l'amitié avec Red, le débrouillard qui sait tout trouver pour améliorer le quotidien. Cynique, sans illusion, il aide Andy, rêveur et idéaliste. La captivité a obligé Andy à découvrir en lui un potentiel qu'il n'avait jamais eu l'idée d'explorer. Force, courage, duplicité. Avant, il n'avait jamais pris conscience de ces richesses-là. De quoi tu parles? L'espoir. Laisse-moi te dire un truc, mon vieux. L'espoir, c'est très dangereux. Et pourtant l'espoir, lui, ne peut s'enfermer. Il fera triompher Andy, car ce film rigoureux est une métaphore optimiste sur la vie. Voilà, ce film est nominé 7 fois aux prochains Oscars. J'en profite pour vous signaler la sortie d'un numéro spécial de Studio Magazine consacré aux 100 ans du cinéma que l'on fête cette année. Les stars et les films du siècle avec 500 photos. Studio Magazine, numéro spécial. C'est la fin de ce journal. Avant de rejoindre Bruno Mazur pour la France en direct avec son invité ce soir Alain Juppé, la météo d'Isabelle Martinet. Demain, les températures seront en légère hausse. Puis ça se discute de Jean-Luc Delarue. Le dernier journal présenté par Philippe Lefebvre vers 23h45. Demain matin, Télématin. Dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean-Christophe Cambadélis, qui est membre du Bureau national du Parti socialiste. À 13h, Daniel Bilalian, et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée.